Un milliardaire visite la tombe de sa mère et rencontre un garçon qui révèle un incroyable secret. Rien ne préparait Élie à ce qu'il verrait ce jour-là. Un garçon inconnu, agenouillé devant la même pierre tombale qu'il visitait depuis des années, murmurait des mots qui semblaient tirés du passé. Mais l'un d'eux lui fit arrêter le cœur un instant. Un nom qui ne pouvait pas être là. Un nom qui lui rappelait des souvenirs qu'il croyait avoir laissés derrière lui. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'écho de quelque chose qui était resté trop longtemps caché. Ce qui semblait être un simple hommage est devenu le début d'une révélation dévastatrice. Un secret enfoui par une famille puissante. Quelque chose réduit au silence par la force. Devant lui se trouvait la vérité qu'il n'avait jamais dite. Et maintenant, avec les yeux de ce garçon fixés sur les siens, Elijah devra choisir entre rester silencieux ou affronter tout ce qui a été effacé de son histoire. Rester jusqu'à la fin pour découvrir comment cette rencontre silencieuse dans un cimetière révèle la trahison la plus cruelle et révèle la vérité que personne n'osait dire. Personne ne devrait être là. C'est ce que pensait Elijah en voyant la petite silhouette penchée devant la pierre tombale. Le cimetière restait désert comme toujours. Seul le bruit de ses propres pas sur la terre mouillée remplissait le silence de cette visite annuelle. Il venait chaque année, toujours le même jour, à la même heure, rendre un hommage silencieux à la seule personne qu'il ait jamais jugée pour ses choix. Mais cet après-midi-là, quelque chose était différent. Un garçon, seul, agenouillé devant le tombeau, murmurait des paroles basses, presque imperceptibles, comme s'il s'excusait auprès de quelqu'un qui ne pouvait plus répondre. La scène n'avait aucun sens. Personne dans la famille ne devrait savoir où cette femme a été enterrée. Elijah s'approcha lentement, sentant son cœur s'emballer sans savoir pourquoi. Le garçon avait l'air d'avoir une dizaine d'années, avec une peau foncée, des traits délicats et un air perdu. Le manteau qu'il portait était trop grand, les poignets lui tombaient presque jusqu'aux doigts. Ses genoux étaient couverts de terre et ses mains tremblaient, comme s'il ne savait pas s'il faisait quelque chose de bien ou de dangereux. Pendant un instant, il ne remarqua même pas la présence de l'homme. Elijah resta là, regardant sans comprendre, jusqu'à ce que le garçon lève les yeux et murmure quelque chose qui le laissa paralysé. Il a dit qu'il était là parce que sa mère lui avait dit où sa grand-mère était enterrée. L'information tombait avec le poids d'un souvenir non résolu. Elijah savait, à ce moment précis, que ce n'était pas une erreur. Quelque chose avait été caché, et il devait comprendre ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Elijah essaya de parler, mais sa voix ne sortait pas. Au lieu de cela, il s'agenouilla à côté du garçon, observant le nom gravé dans la pierre qu'il connaissait déjà par cœur. Le garçon ne quittait pas la pierre tombale des yeux, marmonnant des mots de regret, comme s'il demandait pardon pour quelque chose qu'il ne comprenait pas bien. Le milliardaire, habitué aux salles de réunion et aux décisions qui font bouger les fortunes, s'est retrouvé confronté à une situation qu'aucun tableur ne pouvait expliquer. La présence de ce garçon n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose l'a amené là, quelque chose qui venait du passé. Et ce qu'Elijah ne savait pas encore, c'est que cette réunion silencieuse allait déclencher une séquence de révélations qui remettrait en question toute son histoire. Elijah prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Il a dit que peut-être le garçon s'était trompé, que cette tombe appartenait à sa mère, décédée il y a de nombreuses années, mais le garçon secoua lentement la tête, sans se lever, affirmant que sa mère avait été claire. C'était la tombe de sa grand-mère, et il devait venir seul, même sans autorisation. Il y avait quelque chose dans la fermeté innocente de cette réponse qui émut Elijah d'une manière étrange. La confiance avec laquelle le garçon parlait semblait apporter plus que de simples conseils. Cela semblait être une vérité gardée, transmise comme un secret. Elijah ne savait pas quoi penser. Un frisson lui parcourut le dos, et à cet instant tout autour de lui semblait suspendu dans les airs. Lorsque le garçon prononça le nom de sa mère, Elijah recula d'un demi-pas, comme s'il avait reçu un coup de poing. Yara. Ce nom n'était pas qu'un souvenir, c'était une cicatrice, une histoire ancienne, enfermée en lui depuis plus d'une décennie. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. L'esprit d'Elijah se dirigea vers une époque lointaine, vers une version de lui-même qu'il avait tenté d'effacer au fil des années. Il pensa à ce qu'il ressentait pour Yara, à ce qu'ils avaient perdu, à ce qui restait sans réponse. La gorge se desséchait. Le garçon regarda la pierre tombale et murmura à nouveau le nom de sa grand-mère. Elijah déglutit. Cet enfant n'était pas là par hasard. En regardant de plus près, Elijah sentit quelque chose d'encore plus troublant grandir dans sa poitrine. Le contour du visage du garçon, la ligne de sa mâchoire, la façon dont il fronce les sourcils. Ces traits ne lui étaient pas étrangers. C'étaient des échos de vous-même. C'était comme regarder une image fragmentée de son passé. Le garçon avait de grands yeux attentifs, sombres
et dense, avec la même intensité qu'il reconnaissait dans le miroir. Pendant un instant, tout sembla s'effondrer dans le silence. Elijah ne pouvait plus détourner le regard de ce visage. Le sang coulait plus vite, et l'esprit se remplissait de questions qui n'avaient pas encore de forme. Mais au fond, il savait déjà que la réponse la plus importante était là, devant lui. Elijah s'accroupit, essayant de trouver un moyen de communiquer avec le garçon. Il lui demanda son nom et entendit une réponse courte, presque murmurée. Malik. Le ton était retenu, comme s'il disait quelque chose qui demandait du courage. Peu à peu, Malik a révélé que sa mère n'aimait jamais parler de son père. Chaque fois qu'il le lui demandait, elle changeait de sujet ou disait simplement qu'il ne voulait rien avoir à faire avec eux, qu'il avait avancé dans sa vie, trop occupé pour se souvenir d'un passé qui ne l'intéressait plus. Cela est resté dans la tête de Malik pendant des années. Elijah a ressenti l'impact de ses paroles. Il n'y avait aucune accusation dans la voix du garçon, juste une acceptation tranquille qui faisait plus mal qu'un reproche pur et simple. Sans trop réfléchir, Elijah proposa de ramener le garçon à la maison. Malik hésita un instant, mais finit par accepter. En chemin, Elijah resta silencieux, réfléchissant à ce qu'il venait de découvrir. Les rues ont commencé à changer de profil, jusqu'à s'éloigner complètement de l'image sophistiquée de la ville qu'il connaissait. Le bâtiment où vivait Malik était vieux, avec des escaliers étroits et de la peinture écaillée sur les bords. Quand ils sont arrivés, le garçon a montré la porte et a dit que sa mère serait probablement déjà à la maison. Elijah hocha la tête, son cœur battant vite et inégalement. Cette porte représentait bien plus qu'une réunion. C'était une chance de faire face à ce qui lui avait été arraché il y a des années, sans que vous le sachiez. Yara ouvrit la porte et se figea dans l'embrasure. Les yeux écarquillés, le souffle suspendu. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne dit rien. Le silence portait des années de souffrance. Elle le regardait avec méfiance, comme s'il était une ombre du passé qui refusait de disparaître. Le visage de Yara n'était plus le même que lorsqu'elle était plus jeune, mais elle avait toujours la force de quelqu'un qui tenait le monde entre ses mains. D'une voix ferme, elle dit qu'elle n'avait besoin de rien de sa part. Kelly avait fait son choix, tournant le dos à elle et à leur fils. Il essaya d'argumenter, de dire qu'il ne savait pas, mais elle l'interrompit. Elle a dit que toutes ces années, elle a élevé Malik seul, alors qu'il construisait un empire et oubliait qu'ils existaient. Elijah écoutait en silence, incapable de défendre une histoire qu'il ne connaissait même pas dans son intégralité. Elijah se tenait fermement au chambranle de la porte, essayant de ne pas céder à la confusion qui bouillonnait en lui. J'avais besoin de comprendre. Je voulais savoir pourquoi je n'avais jamais su qu'elle était enceinte. La question fut remplie d'un mélange de colère et de peur, mais Yara ne répondit pas durement. Elle a pris une profonde inspiration, s'est appuyée contre le mur et a déclaré qu'au début de sa grossesse, elle s'était sentie mal et avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Il a dit qu'il avait essayé de contacter Elijah, mais qu'il était à l'étranger pour le travail. Alors, croyant qu'il serait informé, elle a appelé la maison de sa famille et a laissé un message à la femme de chambre, expliquant ce qui s'était passé. Elle pensait que ce ne serait qu'une question d'heures avant qu'il ne se présente ou ne rappelle. Il a attendu des jours, puis des semaines, mais rien ne s'est produit. L'attente s'est transformée en silence, et le silence, petit à petit, s'est transformé en abandon. Quelque temps après sa sortie, le ventre étant déjà visible, Yara a décidé de le chercher en personne. Il a pris un bus jusqu'à l'adresse où Elijah vivait avec ses parents, mais quand il est arrivé, il a trouvé les portes fermées, la maison vide, et une pancarte immobilière accrochée au mur. Un voisin, curieux de son insistance sur l'interphone, a expliqué que la famille avait récemment déménagé, sans laisser d'indices. Il a dit avoir entendu dire qu'ils étaient partis dans un autre pays, peut-être à cause d'une affaire familiale. Yara est rentrée chez elle sans rien comprendre. Il a passé des semaines à essayer d'appeler, à envoyer des lettres à l'ancienne adresse de l'entreprise et à chercher des personnes qu'il connaissait, mais personne ne savait rien. Elle fut engloutie par un silence qui n'avait aucune justification, comme si son existence avait simplement été effacée de la vie d'Elijah. Et au fil du temps, elle a accepté d'être seule dans cette histoire. Pendant que Yara parlait, Elijah sentit son corps perdre l'équilibre à l'intérieur. Ses mots s'assemblèrent, comme les pièces d'un puzzle ancien qui commençait enfin à s'emboîter. Il rappelle que cette même année, sa famille a pris des décisions drastiques, notamment le transfert soudain du siège de l'entreprise à l'étranger. À l'époque, Elijah se contentait de suivre ce que ses parents avaient déterminé. Il était obsédé par l'idée de prouver qu'il était digne de la confiance de sa famille et du nom qu'il portait. Il a été éloigné de Paris du jour au lendemain, chargé d'une nouvelle succursale en signe de confiance, mais il voit désormais clairement que tout fait partie de quelque chose de plus grand. C'était plus qu'un simple contrôle, c'était du sabotage. La séparation n'avait pas été son choix, cela avait été une imposition, soigneusement planifiée. Petit à petit,
La vérité fait plus mal que n'importe quel mensonge. Elijah se rendit compte qu'à ce moment-là, le passé revenait avec force pour exiger le prix de tout ce qui était caché. Le choc fut si grand qu'il parvint à peine à organiser ses pensées. La femme qu'il aimait a cru pendant des années qu'il avait tout abandonné par commodité. Et son fils a grandi en se faisant dire qu'il n'était pas recherché. Le plus difficile était de savoir que tout cela s'était produit sans qu'il ait la moindre chance de l'arrêter. Ellie avait besoin de réponses. Et au fond, je savais que je ne savais toujours pas tout. Quelque chose lui disait que la décision de la famille n'était pas seulement par fierté. Des intérêts plus importants étaient en jeu, et il était déterminé à découvrir ce qui avait été enterré avec cette partie de sa vie. Si cette histoire vous émeut jusqu'à présent, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Les prochaines histoires vous toucheront également profondément. Elijah a quitté la maison de Yara avec des pensées confuses. Le ciel semblait plus lourd, mais ce n'était pas la météo qui le dérangeait. C'était le sentiment d'avoir vécu sous un mensonge très bien construit. Les longs pas le long du trottoir ne suivaient pas une destination claire. Il avait besoin de respirer. Il avait besoin d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Les mots de Yara résonnaient comme des marteaux. Tout avait été très bien calculé, très bien articulé. Et d'une manière ou d'une autre, il avait accepté ce scénario sans poser de questions. Il y avait une partie de lui-même qui essayait encore de justifier ce qu'il ne savait pas. Mais désormais, il n'était plus disposé à accepter des versions toutes faites. Cette histoire cachait bien plus que de simples désaccords. Et au fond, Elijah savait que les réponses étaient cachées là où tout avait commencé. Dans le passé, il a abandonné la construction de son empire. Le lendemain matin, il est arrivé au bureau principal avant tout le monde. L'équipe dormait encore alors qu'il fouillait déjà dans l'aile des documents confidentiels de l'ancien siège de la fondation familiale. La clé d'accès fonctionnait toujours, même si ce secteur était tombé en désuétude avec la numérisation de presque tout. Mais Elijah savait que les traces les plus anciennes se trouvaient précisément dans les papiers oubliés. Dossiers physiques, correspondances, journaux internes et notes de service. Tout cela était impersonnel, minutieux et rempli de disques que seuls ceux qui vivaient dans les coulisses à cette époque savaient déchiffrer. Il passait des heures entre des dossiers sans savoir exactement ce qu'il cherchait. Mais je sentais qu'à un moment donné, je tomberais sur la vérité. Je ne voulais pas de rumeurs, je voulais une preuve. Il voulait ce qu'il n'avait jamais eu, une explication concrète. Ses mains étaient déjà tachées de poussière lorsqu'un dossier sans étiquette au fond d'un tiroir séparé attira son attention. Il était fin, discret, mais contenait des documents lourds. Lorsqu'il l'a ouvert, il a vu des rapports médicaux, des lettres écrites par des avocats et une séquence de mémos avec des notes manuscrites. Le nom de Yara y figurait, répété sur des pages aux dates proches du changement de siège. Il y a eu des mentions de son hospitalisation, des diagnostics et des recommandations sur la façon de gérer la situation. Mais pas de manière humaine. Tout a été traité comme un risque de réputation. Il n'y avait aucune empathie, juste des instructions froides et directes. Les notes parlent de préserver l'image de la famille, d'assurer la stabilité de l'entreprise et d'éviter tout scandale. Le terme « moufle » est apparu plus d'une fois. Elijah sentit son estomac se serrer. En retournant l'une des feuilles, il trouva la confirmation que la connexion de Yara avait été enregistrée. Le message a été reçu, traité et transmis aux avocats de la famille. Il y avait le nom de la personne chargée de répondre au nom d'Elijah en signant un document qui communiquait qu'il ne voulait entretenir aucun lien avec la jeune femme. Un faux texte, avec une fausse signature. Elijah l'a reconnu immédiatement. L'écriture du père adoptif figurait dans les commentaires marginaux des documents, approuvant l'action avec des justifications stratégiques. C'était une décision délibérée. Ils étaient au courant de la grossesse. Ils étaient au courant de l'hospitalisation. Et ils ont quand même agi pour se débarrasser de tout. Elijah resta immobile pendant un moment, les papiers tremblants dans ses mains. Il a été confronté à une vérité qui ne lui a jamais été révélée. Mais maintenant que cela avait été révélé, il ne pouvait plus prétendre que rien ne s'était passé. En relisant les pages, Elijah fixa ses yeux sur les notes de son père adoptif. Chaque phrase qui y était écrite ne laissait aucun doute. Il ne s'agissait pas simplement d'un problème de communication ou d'un simple problème. C'était une opération planifiée, froide et stratégique. Le nom de Yara a été cité comme un risque direct pour l'image de la famille, classé comme une menace pour la continuité de l'héritage auquel il tenait tant. Elijah savait que son beau-père était obsédé par la réputation et le contrôle, mais il n'imaginait pas qu'il serait capable d'intervenir à ce point. Il se souvient des conversations voilées de l'époque, des conseils déguisés, des invitations à « regarder devant ». Maintenant, il comprenait le vrai sens de ces mots. Tout avait été conçu pour l'éloigner de la seule femme qu'il aimait vraiment et d'un fils qu'il n'avait même jamais eu la chance de rencontrer. Le plan était clair.
faire taire la vérité. Non seulement pour éviter les scandales, mais aussi pour façonner Elijah selon les normes que la famille considérait comme idéales. La correspondance entre les avocats l'a clairement montré. Les mémos ordonnaient que tout appel ou lettre reçue de Yara soit intercepté, archivé et supprimé. Son nom ne devait pas être mentionné lors des réunions ni circuler dans les couloirs. Aucun employé ne devrait faire de commentaires à ce sujet. La consigne était de traiter tout comme un écart de route qu'il fallait corriger en silence. Et pour ce faire, ils ont manipulé la perception d'Elijah, effaçant les indices et fournissant des informations soigneusement filtrées. Le quartier général a été transféré, il a été promu, envoyé au loin, distrait par les objectifs et les stratégies. Pendant ce temps, Yara a mené seule une grossesse, poussée dans l'oubli. La révolte tient lieu de surprise. Elijah sentit sa poitrine se serrer. Pendant des années, il a pensé qu'il avait fait le bon choix. Il a travaillé sans relâche pour honorer le nom de sa famille et maintenir l'empire debout. Et maintenant, je réalisais que tout cet effort reposait sur des mensonges. Ce qui était censé le guider avait tracé son chemin comme quelqu'un sculptant un morceau de marbre. Froid, précis, sans aucun doute. Ils ont décidé de ce qu'il devait savoir, qui il devait aimer, avec qui il devait se marier. Et ce qui lui faisait le plus mal, c'était de comprendre que même avec tout ce qu'il avait accompli, il n'avait jamais vraiment eu le contrôle. La culpabilité était lourde. L'absence, la distance, les années perdues, tout cela était le résultat d'une histoire manipulée de fond en comble. Ce n'était pas seulement une injustice, c'était une trahison. Les papiers toujours en main, Elijah s'appuya contre l'étagère et ferma les yeux pendant quelques secondes. L'esprit tournait en rond. Malik pensait que son père n'avait jamais voulu de lui. Yara a fait face à tout seul, croyant qu'elle avait été abandonnée. Et lui, il a vécu une vie façonnée par les autres, croyant qu'il était l'auteur de ses propres décisions. Maintenant que la vérité était apparue, il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Mais je ne pouvais pas non plus continuer à prétendre que rien n'avait changé. La douleur était grande, mais le besoin de réparer était encore plus grand. Au moins une partie. Mais comment? Les dégâts semblaient trop profonds. Et dans ce silence de vieux dossiers et d'étagères oubliées, Elijah comprit que le plus dur était encore à venir. Les rues semblaient plus longues quand Elijah revint dans le quartier où vivait Yara. La voiture avançait lentement, non pas à cause du trafic, mais à cause de l'incertitude qui l'envahissait. Sur le banc à côté de lui, reposait le dossier contenant les documents qui confirmaient tout ce qui avait été caché pendant des années. Le papier avait du poids, pas à cause de la grammaire, mais à cause de l'histoire qu'elle véhicule. En arrivant au bâtiment, il monta les escaliers sans attendre l'ascenseur, comme si l'urgence qui brûlait à l'intérieur avait besoin de mouvement. Devant la porte, il hésita une seconde, puis il inspira profondément et frappa. Quand Yara l'ouvrit, ses yeux se plissèrent lorsqu'elle le revit là-bas. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, il lui tendit simplement le dossier, la voix basse, presque étouffée. Il a dit qu'elle avait besoin de voir ça. Yara mit quelques secondes à récupérer les papiers. Le silence entre les deux était épais. Ils s'assirent à la table de la cuisine, et à mesure qu'elle feuilletait les pages, son regard changea. Les doigts tremblaient légèrement à chaque nouveau paragraphe lu. Son nom figurait sur des draps qu'elle n'avait jamais vus, des rapports médicaux détaillant son hospitalisation, des lettres interceptées, de faux documents portant la signature d'Elijah et l'écriture manuscrite du patriarche de la famille griffonnée dans les marges avec des conseils froids. Il n'y avait aucun doute possible. La distance, le silence, la disparition soudaine d'Elijah, tout avait été prévu. Et elle, pendant toutes ces années, a cru qu'il avait simplement choisi de partir. Quand il eut fini de lire, ses yeux étaient larmoyants, mais il n'y eut aucun cri, aucune scène, juste une vieille fatigue qui a désormais trouvé un nom et une forme. Avez-vous déjà été dans une situation où quelque chose d'important dans votre vie vous a été caché? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cela? Laissez-le ici dans les commentaires. Je veux aussi connaître ton histoire. Elijah n'a pas essayé de se justifier. Assis de l'autre côté de la table, il observait Yara en silence. Il n'y avait aucune défense possible. Il a juste dit qu'il n'avait jamais rien su, qu'il faisait trop confiance à ses parents et à leurs décisions, pensant qu'elles faisaient naturellement partie du chemin qu'il devait suivre. Il a dit qu'il réalisait seulement maintenant à quel point il était manipulé. Sa voix oscillait entre la fermeté et la douleur, et son visage, si confiant dans d'autres situations, affichait désormais une consternation qu'il n'avait jamais laissé voir à personne. Yara leva finalement les yeux vers lui. Il y avait un nœud coincé dans sa poitrine, quelque chose entre le soulagement et la révolte. C'était bon de savoir qu'il n'avait pas été jeté, mais la douleur des années passées en silence, des nuits à élever Malik seul, des questions sans réponse. Rien de tout cela n'a disparu avec la vérité. L'environnement a été suspendu pendant un moment,
comme si tout autour s'était arrêté juste pour laisser ce moment exister. Les vérités sont apparues au grand jour, mais elles n'ont pas effacé le chemin parcouru. Malik dormait toujours dans la pièce voisine, ne sachant pas ce qui se passait. Yara passa une nouvelle fois la main dans les papiers, puis les empila lentement et les repoussa vers Elijah. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Je ne savais pas quoi faire de tout ça. Ce que je ressentais pour lui était encore un mélange déroutant de désir et de blessures ouvertes. Eli hocha la tête. Il n'a pas insisté. Il l'a simplement remercié de l'avoir lu. Mais alors qu'il franchissait la porte, une question lui trottait dans la tête. Pourrait-il encore réparer quelque chose? Ou était-ce juste le début d'une autre perte? Yara n'a pas immédiatement dit oui à l'approche d'Elijah, mais elle n'a pas non plus complètement fermé la porte. Je lui ai dit qu'il pouvait essayer de se rapprocher, mais qu'il fallait le faire calmement, sans rien forcer, sans créer d'attentes irréalistes. La confiance, selon elle, n'était pas quelque chose qui n'était pas demandé à l'heure actuelle, mais qui se construisait brique par brique. Et ce n'était pas seulement entre eux, c'était Malik qui avait le plus besoin de se sentir en sécurité, et cela prendrait du temps. Elijah écoutait tout la tête baissée et les poings serrés. Je n'étais pas là pour exiger quoi que ce soit. Je ne voulais pas de raccourci. Ce que je voulais le plus à ce moment-là, c'était juste une chance, aussi petite soit-elle, d'être présente. Il a promis qu'il respecterait les limites, qu'il serait patient, même s'il ne savait pas par où commencer. Je suis parti sans garantie, mais avec la permission tacite d'essayer. Dans les jours qui suivirent, Eli resta soigneusement en contact. Il évitait les exagérations, n'appelait pas à l'improviste et ne se présentait jamais à l'improviste. Au fil du temps, Yara a commencé à le laisser participer à de petits moments. Parfois je le laisse chercher Malik à l'école. D'autres fois il se retrouvait dans un parc ou un café discret, où l'ambiance était moins tendue. Elijah a également suggéré une visite au musée des sciences, où Malik a montré un timide intérêt pour les dinosaures et les fossiles. La marche était paisible, sans grand dialogue, mais Eli restait présent, écoutant, observant, respectant les silences. Il offrait de l'espace sans envahir. Il sentit que, même si c'était presque invisible, quelque chose commençait à changer dans les yeux du garçon. Ce n'était pas encore de l'affection, mais c'était comme si une fissure s'ouvrait avec effort. Malik n'a pas posé de questions directes, mais ses réactions ont clairement montré qu'il était attentif. Il observait tout, comme quelqu'un qui teste la stabilité d'un nouveau terrain. Les sourires étaient encore rares, et quand ils arrivaient, ils étaient de courte durée. Les mots sortaient mesurés, comme si chacun devait être évalué avant d'atteindre la bouche. Eli a compris. J'apprenais aussi. Il découvrit qu'il valait mieux accepter le rythme du garçon, plutôt que d'essayer de précipiter la connexion. Lorsque le garçon montrait de l'intérêt pour quelque chose, comme des jouets de construction ou des livres scientifiques, Elijah écoutait attentivement. Il n'a pas répondu avec un enthousiasme exagéré, il a simplement suivi le courant, comme s'il dansait sur une chanson qu'il ne connaissait pas encore bien. C'était la langue de Malik, précis, réservé et souvent plus clair dans le silence que dans les phrases parlées. En fin d'après-midi, alors qu'il retournait à la voiture après une autre courte promenade, Malik tint la manche du manteau d'Elijah pendant une seconde. Il ne dit rien, se contenta de s'arrêter un instant et lui montra un magasin d'aquarium au milieu de la rue. Elijah suivit le geste des yeux, puis regarda le garçon qui lâchait déjà sa manche et avançait comme si de rien n'était. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était un test, un signe subtil d'ouverture. Elijah sentit son cœur battre plus vite, non pas à cause du magasin ou des poissons colorés derrière la vitre, mais à cause de la brèche silencieuse que Malik venait de proposer. C'était le premier vrai geste de confiance, même déguisé, et à ce moment-là, il savait qu'il devait continuer. Mais ce qui allait suivre pourrait encore les surprendre d'une manière qu'aucun d'eux n'imaginait. À la sortie du magasin, alors qu'ils marchaient côte à côte sur un trottoir étroit, Malik rompit inopinément le silence. La voix était basse, sans détour, avec la simplicité de quelqu'un qui pose une question trop longtemps. Il a demandé pourquoi Eli n'était jamais venu vers lui. Pas d'accusation, pas de ton indigné, juste un doute brut. Eli s'arrêta. Les paroles du garçon le frappèrent durement, non pas à cause du ton mais à cause de son absence. C'était cette honnêteté en apesanteur qui le faisait encore plus souffrir. Pendant des années, Malik a vécu avec l'idée qu'il était ignoré, et maintenant il était là, laissant place à une réponse. Elijah prit une profonde inspiration. Je savais que je ne pouvais pas répondre avec des phrases toutes faites. Il ne s'agit plus de protéger sa propre image, mais de récupérer quelque chose qui n'a peut-être jamais vraiment existé. Il regarda le garçon dans les yeux et dit la vérité, que je n'avais jamais entendu parler de la grossesse, que personne ne me l'avait dit, que tout ce qu'il aurait pu faire a été saboté avant même qu'il en ait l'occasion. Il a dit qu'il ne faisait pas confiance aux mauvaises personnes,
qu'il avait vécu pendant des années en pensant avoir mis fin à une phase douloureuse de sa jeunesse, alors qu'en réalité il était tenu à l'écart de ce qui comptait vraiment. Sa voix trembla légèrement, mais il ne recula pas. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas essayé de laver son nom. Je viens d'expliquer. Il s'excusa pour le temps perdu, pour le silence qu'il n'avait jamais choisi, pour l'absence qui le consumait désormais. Malik écoutait en silence, les yeux baissés et les épaules tendues. Il n'a pas répondu immédiatement. Il continuait simplement à marcher, les mains dans les poches. C'est pas trop lent pour son âge. Sur le chemin du retour, le garçon n'aborda plus le sujet, mais quelque chose avait changé. Les petits gestes ont commencé à apparaître plus naturellement. Malik ne tressaillit plus au moindre contact. Cela a permis à Ellie de le suivre de plus près, sans cet œil vigilant tout le temps. Il ne sourit pas largement et ne courut pas non plus pour serrer dans ses bras l'homme qu'il découvrait maintenant être son père, mais le poids dans l'air semblait plus léger. Ce type de protection qui avait été érigé autour de lui commençait à montrer de petites fissures. Elijah remarqua les changements dans les détails. Un commentaire vague, une réponse plus longue, une blague qui n'existait pas auparavant. Je savais que ce n'était pas encore de l'affection, mais j'ai compris que c'était un chemin. Et s'il y avait quelque chose qu'il avait appris ces derniers temps, c'était l'importance de ne pas précipiter les choses au bon moment. Même avec cette petite avancée, l'ombre du passé hantait toujours les pensées d'Elijah. Je savais que la reconstruction d'une relation aussi délicate ne se ferait pas sans obstacle, et que les progrès ne seraient pas toujours visibles. Mais ce geste du garçon, cette question posée si sincèrement, avait été une ouverture, le premier signe que Malik voulait comprendre, et peut-être que, dans un avenir proche, il voudrait aussi pardonner. Ellie ne s'est pas laissée tromper par les fantasmes. Je savais que les blessures profondes ne peuvent être guéries par de belles paroles. Mais maintenant que le garçon commençait à l'accepter, une nouvelle peur se profilait à l'horizon. Quelque chose qu'il avait essayé d'ignorer, mais bientôt il ne pouvait plus l'éviter. Les journées se déroulaient avec une certaine harmonie déguisée. Malik commençait à montrer de petits signes d'approche, Elijah était présent sans forcer les espaces, et Yara maintenait la routine du mieux qu'elle pouvait. Cependant, il y avait quelque chose dans ses yeux qui trahissait la fatigue. Les maux de tête arrivaient plus fréquemment. Premièrement, elle a attribué cela au stress, ensuite, des nuits blanches. Mais des épisodes de vertige ont commencé à se reproduire avec une intensité inquiétante, jusqu'à ce qu'une nuit ordinaire, alors qu'il ramassait quelques livres éparpillés dans le salon, il perdit l'équilibre et tomba à genoux, essayant de se soutenir sur le canapé. Sa respiration est devenue courte et avant que je puisse appeler à l'aide, tout est devenu noir. Malik l'a retrouvée allongée quelques minutes plus tard, toujours inconsciente. La peur a secoué la maison comme une tempête silencieuse et quelques heures plus tard, elle était à l'hôpital. Les examens étaient rapides, les médecins étaient directs. Une tumeur cérébrale avancée et agressive. La possibilité d'une intervention chirurgicale était lointaine, et, même avec un traitement, les mois suivants seraient marqués par un épuisement physique intense. L'espérance de vie n'était pas supérieure à une demi-douzaine de mois. La nouvelle est arrivée comme un coup de poing sans avertissement. Yara entendait tout, les poings fermés et le regard fixé sur le sol. J'avais la tête qui tournait, non pas à cause des vertiges, mais à cause de l'avalanche de pensées qui accompagnait le diagnostic. Le médecin parle d'alternatives palliatives, de tentatives de contrôle, puis reste silencieux, respectant le silence du patient. Sur le chemin du retour, Yara a regardé par la fenêtre sans rien voir. Malik dormait sur la banquette arrière, épuisé d'avoir pleuré, et tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le temps qu'elle n'aurait pas. Le lendemain, toujours la voix étouffée et le corps fatigué, Yara a appelé Elijah. Elle lui a demandé de venir chez elle, sans expliquer pourquoi. Lorsqu'il arriva, il la trouva assise à table, les yeux enfoncés et le visage plus pâle que dans son souvenir. Elle a été directe, sans tourner autour du pot. Il a parlé du diagnostic, de l'urgence cruelle qui marquait désormais ses journées, et enfin, il a parlé de Malik. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui ne se contenterait pas de l'accueillir, mais qui se soucierait réellement de lui. Quelqu'un qui connaissait vos bizarreries, vos silences, et votre manière retenue de demander de l'affection. Les yeux fixés sur Ellie, elle a demandé qu'il ne soit pas seulement une présence temporaire. Je voulais qu'il soit un vrai père, ne plus laisser le garçon seul. C'était une demande, mais cela ressemblait à une dernière demande de la part de quelqu'un qui ne pouvait plus attendre. Elijah resta silencieux pendant quelques secondes, non pas à cause d'un manque de réponse, mais à cause de l'avalanche de sentiments qui se mélangeaient dans sa poitrine. Peur, culpabilité, tristesse, et surtout, la conscience que tout ce que je pensais contrôler était en train de s'effondrer. Il a accepté la demande sans hésitation. Il a promis qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Mais en lui,
L'angoisse de savoir que le temps était trop court pour corriger tant de choses grandissait. Lorsqu'il quitta la maison cette nuit-là, l'air lui parut plus lourd. Le ciel était clair, mais le monde entier semblait s'effondrer. Et alors qu'il descendait les escaliers, il réalisa que rien ne le préparait à ce qui allait arriver. La seule certitude était qu'il ne pourrait plus échouer. Elijah a quitté la maison de Yara la poitrine serrée. La promesse qu'il avait faite n'était pas une phrase de réconfort ni un geste noble de dernière minute. C'était une mission définitive. Prendre soin de ce garçon signifiait bien plus que simplement lui offrir un abri et de la nourriture. Cela signifiait être le soutien qu'il n'avait jamais eu. Cela signifiait être présent dans les silences, dans les doutes, dans les moments où l'absence de sa mère deviendrait insupportable. Elijah savait qu'il ne pouvait pas simplement remplir l'espace laissé par Yara, mais il devait en créer un nouveau, un espace que Malik pourrait habiter sans crainte, sans le poids de la méfiance ou de l'abandon. Cela le frappa comme un héritage silencieux, quelque chose qu'on ne pouvait refuser sans trahir sa propre conscience. Il portait beaucoup de culpabilité, mais il ne permettrait pas au garçon de porter la même douleur. Quelques jours plus tard, Yara a appelé Elijah à l'hôpital. Les marques du traitement étaient déjà visibles sur son visage, mais son regard restait ferme. Sans beaucoup de mots, il lui tendit un cahier à la couverture sombre, simple à l'extérieur, mais lourd dans ses mains. Il disait qu'il y écrivait depuis des mois, entre douleur et nausée, au petit matin, quand il ne parvenait pas à dormir. C'était une sorte de carte affective, une longue lettre divisée en fragments. Il contenait des conseils lorsque Malik tombait malade, des histoires d'enfance dont elle voulait qu'il se souvienne, des blagues idiotes qu'elle racontait sur le chemin de l'école, et même des recettes de choses qu'ils préparaient ensemble dans la cuisine. Elijah ouvrit une des pages du milieu et lut la première phrase. L'écriture était tremblante, mais ferme. Il sentit une boule dans sa gorge et ferma rapidement le cahier. Je savais que je n'avais toujours pas la structure pour faire face à tout ça. À mesure que la maladie progressait, la routine domestique changeait complètement. Malik n'en demandait plus autant. Il semblait se rendre compte que les réponses seraient trop difficiles. Les journées commençaient à tourner autour de l'hôpital, des heures de visite, des recommandations médicales et des pauses pour éviter que le garçon ne voie le pire. À chaque nouvelle visite, Yara était un peu plus faible. Au début, il souriait toujours et plaisantait avec Malik. Ensuite, il a commencé à parler moins et à se contenter de lui serrer la main. Et puis sont arrivés les jours où je clignais lentement des yeux. Elijah gardait les yeux sur elle tout le temps, essayant de mémoriser tout ce qu'il pouvait encore voir. Malik, en silence, observait chaque mouvement, essayant de garder secret le rythme des gestes de sa mère. Petit à petit, il réalisa que le temps passé avec elle lui échappait, pas dans les mots, mais dans la façon dont elle le regardait. Sur le chemin du retour, le silence entre les deux s'étendait dans toute la voiture. Malik serra le cahier contre sa poitrine, sans même l'ouvrir. Elijah conduisait simplement, les mains fermement sur le volant, et ses pensées vagabondaient. Je savais que le garçon essayait de comprendre ce qui se passait, sans avoir les outils nécessaires pour tout traiter. Je savais aussi qu'à un moment donné, la question se poserait, une question plus difficile qu'une autre. Et quand elle viendrait, il faudrait qu'il soit prêt. Mais ce n'était pas encore le moment, du moins pas ce jour-là. Le chemin du retour semblait plus long, et même le ciel clair apportait un inconvénient difficile à expliquer. Ils franchirent la porte de la chambre en silence. Le bruit de la poignée de porte qui tournait était le seul bruit qui brisait le vide. Et dans l'air, on avait le sentiment que quelque chose de définitif allait se produire. Les jours qui ont suivi ont exigé plus d'Elijah que n'importe quelle négociation à $1 million ne lui avait jamais demandé. Pour la première fois, il avait besoin d'apprendre des choses trop simples pour son univers corporate, mais immense dans celui de Malik. Il s'est réveillé tôt pour préparer le petit déjeuner, même sans savoir exactement ce que mangeait le garçon. Je triais les vêtements, préparais mon sac à dos, préparais des repas qui ne se passaient pas toujours bien, mais qui recevaient l'approbation silencieuse de ceux qui étaient déjà trop fatigués pour critiquer. Les devoirs s'accumulaient, et il essayait d'aider, même s'il trébuchait pendant ses exercices. Mais le plus dur n'était pas la routine quotidienne, c'était le regard terne de Malik, c'était la colère qu'il ne pouvait pas verbaliser. Il y avait un silence à table, l'assiette bougeait avec la fourchette et aucune question. Elijah voyait ce garçon s'éloigner à l'intérieur et même là, il semblait qu'il le perdait un peu plus chaque jour. L'école a commencé à appeler fréquemment. Rapports de bagarres sur la cour de récréation, de travaux non livrés, de cahiers vides. Malik, auparavant curieux et plein de questions, vient désormais d'occuper les espaces. Il ne faisait pas attention en classe. Il évitait ses camarades de classe. Il répondait durement lorsqu'on lui demandait. Quand Elijah venait le chercher à la fin de la journée, le garçon montait dans la voiture sans dire un mot. La nuit, je restais dans ma chambre avec les lumières éteintes. Il ne touchait plus à ses jouets.
Il n'ouvrait plus les livres qu'il lisait avec sa mère. Il ne se souciait pas de la compagnie. C'était comme si le monde était devenu un endroit gris et dénué de sens. Elijah essaya de parler, mais il avait l'impression que tout ce qu'il disait s'envolait comme le vent. Je commençais à comprendre qu'aimer un enfant, c'était aussi faire face à ce qu'on ne pouvait pas nommer, et que la peur de perdre ne suffisait pas à garantir une réelle présence. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Eli a demandé de l'aide. Il n'était pas facile d'admettre qu'il avait besoin de quelqu'un pour guider un processus qu'il ne comprenait pas lui-même, mais il reconnaissait qu'il ne pouvait pas le gérer seul. Il a trouvé un thérapeute pour enfants qui exerçait dans une petite clinique du quartier. C'était un endroit confortable, avec des jouets éparpillés sur le sol et des murs peints de couleurs douces. Malik n'aimait pas l'idée au début. Le premier jour, il est resté silencieux pendant toute la séance. Il a juste observé le sol, ses pieds, ses doigts. Mais Elijah n'a pas abandonné. Il emmenait le garçon chaque semaine, en respectant les horaires et les pauses. Petit à petit, le thérapeute obtenait des petits hochements de tête, des regards rapides, des phrases vagues qui laissaient les indices d'un sentiment sur le point d'exploser. Elijah regardait de loin, entre espoir et peur, essayant de comprendre comment être père dans des moments où son fils semblait ne vouloir être le fils de personne. Même avec la lente progression, le trou à l'intérieur de Malik était encore profond. Et Elijah savait que rien de ce qu'il ferait n'effacerait l'absence de sa mère qui tombait malade jour après jour. Les séances ont commencé à révéler de petits signes d'ouverture, commentaires sur le passé, souvenirs avec Yara, mention même hésitante d'Elijah lui-même. Mais des questions difficiles sont également apparues, de ce qui se passerait quand elle ne serait plus là, à propos de qui il serait sans elle. Elijah sortait de certaines séances le torse en morceaux, sentant qu'il portait un rôle trop lourd pour un homme qui se sentait encore perdu. Mais parmi les doutes, quelque chose de nouveau émergeait, une réelle volonté de faire en sorte que cela fonctionne. Le lien ne s'est pas formé, mais s'est construit à partir de la vulnérabilité. Et même si rien n'était encore résolu, une étape décisive approchait, prête à tout changer une fois de plus. Malik a passé des semaines en silence, isolé dans son propre monde. Il se promenait dans la maison comme si c'était juste un abri contre le vent, pas une maison. Il répondait aux questions par des murmures presque imperceptibles, évitait le regard d'Elijah, et gardait toujours les épaules tendues. La nourriture dans l'assiette était poussée d'un côté à l'autre, les livres restaient enfermés sur la table, les jouets n'avaient plus de sens. Il semblait que tout ce qui faisait autrefois partie de la vie avait perdu de son éclat. Elijah essaya de se rapprocher par petits gestes, une invitation à regarder quelque chose ensemble, une blague discrète, une question idiote sur les dinosaures. Mais Malik ne voulait pas céder. Il y avait un mur entre eux, construit par la douleur et soutenu par la peur. Et Elijah, malgré tous ses efforts, n'avait toujours pas trouvé la clé pour briser cette barrière invisible qui le séparait du père qu'il essayait d'apprendre à être. La nuit où tout a changé a été remplie de pluie et de silence. La maison était sombre, à l'exception de la faible lumière provenant du couloir. Elijah était assis sur le bord du canapé avec une tasse chaude dans les mains, essayant d'organiser ses pensées qui insistaient pour s'embrouiller. Malik est apparu sans faire de bruit, les pieds nus, le pyjama froissé, les yeux enfoncés de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des jours. Elle s'assit avec hésitation à côté de son père et garda le regard fixé sur le sol. Pendant un moment, il n'a rien dit. Le bruit de la pluie frappant les fenêtres remplit la pièce comme s'il voulait protéger ce moment. Puis, sans avertissement, Malik a laissé échapper la question qui a transpercé Elijah comme une lame. Il voulait savoir si sa mère l'oublierait après son départ, si elle pensait encore à lui après sa mort. La voix était basse, mais le poids des mots écrasait l'air de la pièce. Elijah a mis du temps à répondre, non pas à cause d'un manque de réponse, mais parce qu'il avait du mal à garder le contrôle de sa propre respiration. La question était simple dans sa forme, mais elle contenait toute l'insécurité d'un garçon qui voit le monde s'effondrer sous ses yeux. Il se retourna lentement, rapprocha Malik et le serra fort dans ses bras. Le garçon n'a pas résisté. Il ne lui rendit pas son étreinte, mais il ne s'éloigna pas non plus. Elijah a dit qu'il n'y avait ni temps ni distance capable d'effacer l'amour de Yara, qu'elle avait fait tout son possible pour s'assurer qu'il le sache, que son amour était dans le carnet, dans les souvenirs, dans le son des rires qu'il portait encore à ses oreilles. Il a dit qu'elle l'aimait tellement qu'elle pensait à lui-même entre les lignes de silence, et ce genre d'amour ne disparaît pas, jamais. Malik n'a pas répondu. Il se tenait là, recroquevillé dans l'étreinte, son front posé sur l'épaule d'Elijah. Les larmes coulaient, lentement, presque sans bruit, coulant sur son visage jusqu'à disparaître dans le tissu de sa chemise. C'était la première fois que le garçon pleurait depuis son diagnostic. La première fois, il a laissé quelqu'un le voir démonter. Eli est resté là, sans se presser, sans rien dire d'autre.
Je savais que ce moment ne demandait pas d'explication, juste une présence. Cette fois, Malik ne semble pas s'enfuir. Et même si rien n'était résolu, quelque chose avait changé. Le lien qui semblait impossible commençait à se nouer, délicat et incertain, mais réel. Et dans cette étreinte silencieuse, sous le bruit continu de la pluie, père et fils se rencontrèrent. Cette nuit fut un tournant pour eux deux. Après les larmes retenues et les mots qui n'avaient jamais été prononcés, Malik a permis à Elijah de le serrer dans ses bras sans résistance. Ils restèrent ainsi de longues minutes. Le garçon, épuisé d'avoir caché sa douleur, finit par lâcher tout ce qui l'étouffait. Ellie, tenant fermement son fils, comprit que ses pleurs étaient plus que de la tristesse. C'était une demande de soins, une réponse silencieuse à toutes les tentatives de rapprochement jusqu'alors refusées. Lorsque Malik l'a appelé père pour la première fois, c'était sans cérémonie, avec une phrase basse et étouffée. Et même si le ton était timide, il déchira quelque chose en Elijah. C'était le début d'un nouvel espace qui se créait entre eux, un espace que la douleur avait ouvert, mais qui commençait à se remplir de présence et d'affection. Le lendemain matin, les deux dormirent peu. Ils sont allés à l'hôpital avant le lever du soleil. Malik portait le cahier de sa mère contre sa poitrine. Elijah n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle se contenta de marcher à ses côtés, en silence, alors qu'ils traversèrent les couloirs de l'hôpital. Dans la chambre, Yara était trop faible pour parler. Ses yeux étaient entr'ouverts et son corps respirait par pauses espacées. Malik s'approcha lentement d'elle et posa sa main sur la sienne, sans dire un mot. Elijah tira une chaise et s'assit de l'autre côté, prenant son autre main entre ses doigts. La pièce resta silencieuse. Il n'y avait pas besoin de promesses ou d'explications, juste cette présence mutuelle. Malik, les yeux lourds de fatigue, s'endormit appuyé contre un fauteuil à côté du lit, le cahier toujours dans les bras. Si cette histoire vous touche, profitez de ce moment et profitez de la vidéo. Cela aide beaucoup pour que davantage de personnes reçoivent des histoires comme celle-ci. C'est juste un clic, mais cela fait toute la différence. Merci. Le temps à l'intérieur de cette pièce semblait s'être arrêté. Le bruit des machines, le bourdonnement lointain de l'hôpital et la respiration lente de Yara se mêlaient aux pensées qui inondèrent la tête d'Elijah. Il regarda son visage et essaya d'en garder chaque ligne, chaque courbe, comme s'il pouvait la porter avec lui pour toujours. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les rideaux. Yara laissa alors échapper un dernier souffle, calme et presque imperceptible. Elijah n'a pas bougé ses doigts. Il continua de lui tenir la main, même s'il réalisait que la chaleur commençait déjà à s'échapper. Il y resta longtemps, jusqu'à ce qu'une infirmière entre discrètement et s'arrête en voyant la scène. D'un léger geste, elle partit, respectant cet au revoir silencieux. Il n'y avait pas encore de larmes, juste un vide étrange qui remplissait tout. La douleur remplissait la pièce, mais c'était une douleur différente. C'était une sorte de tristesse accompagnée de gratitude. Elijah regarda Malik, qui dormait toujours profondément. Je savais qu'à mon réveil tout changerait, mais pour l'instant il a laissé le garçon reposer en paix. Ce temps, même court, avait été un cadeau. Ils n'avaient pas vécu toute une vie ensemble, mais ils en avaient assez pour que leur amour soit reconnu. Et c'était déjà plus que ce qu'Ellie croyait possible. Tenant toujours la main de Yara, il ferma les yeux un instant. Il y avait des promesses qu'il n'était plus nécessaire de dire. Il suffisait de les tenir. Et dans ce silence, entre la fin d'une histoire et le début d'une autre, père et fils allaient découvrir que l'amour qu'elle leur laissait les guiderait tous les deux pour longtemps. Le matin après les funérailles, toujours les yeux lourds et épuisés, Elijah a dû faire face à l'inévitable barrage d'opinions non sollicitées. Des suggestions polies mais vides de sens venaient de tous côtés. Les parents éloignés de Yara ont proposé d'accueillir Malik, arguant qu'il avait besoin d'un environnement plus stable. L'un des conseillers de l'école a discrètement suggéré qu'un internat prestigieux serait l'environnement idéal pour faire face au deuil, avec un soutien adéquat. Mais rien de tout cela n'avait de sens pour Ellie. Il n'était pas disposé à déléguer la garde de son fils à quelqu'un d'autre. Il lui avait déjà pris 10 ans et la chance de le connaître depuis le début. Maintenant, avec tout ce qui lui restait, il voulait être là. Peu importe à quel point c'était difficile. La décision n'a pas été prononcée à haute voix sous la forme d'un discours. Cela a été communiqué par le geste d'ouvrir la portière de la voiture et de placer la valise de Malik sur la banquette arrière. Ils rentrèrent ensemble dans la même maison en silence. Les premiers jours ont été marqués par un vide qui semblait se répercuter sur les murs. La maison d'Elijah, autrefois méticuleusement organisée, lui semblait désormais inconfortable, même à lui. Malik déambulait dans les pièces comme s'il était de passage. La pièce avait été préparée avec soin, mais les cartons étaient fermés, les livres étaient empilés, les vêtements pliés comme s'ils attendaient encore une permission invisible pour occuper cet espace. Les repas étaient silencieux.
Malik mangeait sa nourriture avec découragement et répondait à peine aux questions les plus simples. Elijah a fait de son mieux pour maintenir la routine, mais il y avait quelque chose de cassé entre les deux, quelque chose qui ne pouvait pas être réparé avec un effort immédiat. L'horloge semblait plus lente, et les nuits plus longues, surtout lorsque Malik prenait un certain temps à dormir et qu'Elijah entendait les petits pas autour de la maison au milieu de la nuit. Sans expérience, Elijah a essayé de suivre ce que son instinct lui disait. Cela a commencé par de petits gestes. Il préparait le petit déjeuner même si Malik ne mangeait pas tout. Il a emmené le garçon à l'école, même lorsqu'il est sorti de la voiture sans se retourner. Il a acheté une nouvelle lampe pour sa chambre, a choisi une couverture moelleuse, a laissé le cahier de sa mère sur la commode sans rien dire. Le soir, quand Malik s'enfermait dans sa chambre et ne sortait même pas pour dîner, Elijah laissait son assiette à la porte et s'asseyait sur le canapé en attendant. Il savait que forcer n'importe quoi briserait le peu qu'ils essayèrent de construire. Et même si je n'étais pas sûr de bien faire les choses, je n'ai pas reculé. C'était là, cadeau. Essayer d'occuper un espace dont, jusqu'à récemment, je ne connaissais même pas l'existence. Et cela petit à petit a commencé à faire une différence. Il n'y avait aucun signe clair de progrès au cours des premiers jours. Juste des nuances, une assiette plus vide, un timide signe de la main à la porte de l'école, un regard plus long avant d'entrer dans la pièce. Elijah remarqua ces détails et les conserva comme quelqu'un qui rassemblait des indices sur quelque chose de précieux. C'était difficile. Le deuil était encore épais, l'absence de Yara remplissait chaque recoin, mais un lien commençait à se former. Il savait qu'il ne pouvait rien précipiter, continuer simplement, et entre un geste et un autre, quelque chose d'autre se préparait à surgir. Le moment où Malik cesserait d'exister dans cette maison et commencerait à l'habiter approchait, et avec cela, la promesse silencieuse que peut-être, un jour, cela cesserait de faire autant de mal. Au fil des semaines, la maison changea d'apparence, presque sans qu'Elijah s'en aperçoive. Petit à petit, les costumes qui occupaient seul le placard ont laissé la place aux t-shirts et baskets pour enfants éparpillés sur le sol. Les livres de finances étaient mêlés à des histoires illustrées et à des magazines sur la paléontologie. La pièce, autrefois impeccable, avait désormais une couverture jetée sur le canapé et un panier de jouets dans le coin. Dans la cuisine, de nouvelles odeurs commençaient à envahir l'air. Des recettes simples, souvenirs des plats préférés de Yara qu'Elijah a tenté de reproduire avec plus de bonne volonté que de technique. La maison a cessé d'être une vitrine et a commencé à refléter quelque chose de plus intime, moins stérile, plus vivant. Et au sein de cet espace encore marqué par l'absence, un nouveau type de présence a pris forme. Malik, sans même s'en rendre compte, a commencé à se laisser entraîner dans de petites routines. Choisir un dessert après le dîner est devenu l'un de mes moments préférés de la journée. Un simple pot de pudding ou une banane au chocolat ont été considérés comme des choix sérieux. Le matin, il aidait à organiser le sac à dos, vérifiait les livres et décidait quelle collation apporter. Pendant le trajet jusqu'à l'école, je me suis assis sur le siège avant et j'ai écouté en silence les chansons qu'Elijah jouait à la basse. Parfois, je commentais quelque chose. Je demandais le nom du groupe, ou je regardais simplement par la fenêtre avec des yeux plus calmes. C'étaient de petits gestes, mais ils en disaient long. Chacun d'eux représentait un fil cousu dans ce qui pourrait devenir un jour un sentiment de sécurité. Eli a compris qu'il ne s'agissait pas de grandes déclarations, mais de constance. Pourtant, tous les jours n'ont pas apporté de progrès. Il y avait des moments où Malik s'effondrait sans avertissement. Il criait au milieu d'une simple conversation, ou pleurait lorsqu'il trouvait une vieille photo dans le carnet de sa mère. D'autres jours, il refusait simplement de sortir du lit. Il était recroquevillé, regardant le plafond, sans répondre aux appels ni prendre le petit déjeuner. Elijah a appris à ne pas essayer de tout résoudre. Au début, je cherchais des mots, des arguments, des distractions. Mais il a vite compris qu'il existait des douleurs qui ne pouvaient être résolues par la logique. Au lieu de cela, elle s'est assise à côté du garçon en silence, a laissé une main sur la couverture et lui a offert du temps. Être là était tout ce que je pouvais faire, et c'est ce qui a commencé à faire une différence. Malik avait besoin de savoir qu'il ne serait pas abandonné, pas même les pires jours. Il fut un jour où, après un de ces épisodes de colère, Malik laissa sur la table un mot avec une écriture tordue. Il a juste dit qu'elle lui manquait. Elijah a mis le papier dans un tiroir et n'a fait aucun commentaire. Mais ce soir-là, au moment de servir le dîner, il a posé le dessert préféré de Malik sur la table sans rien demander. Le garçon ne sourit pas et ne le remercia pas. Mais il mangeait de tout, en silence, et se couchait tôt. C'est ainsi que s'est déroulée leur relation, avec des allées et venues, mais aussi avec une fermeté discrète qui commençait à s'implanter. Le temps faisait encore mal, le désir était insistant. Cependant, derrière les fissures laissées par l'absence de Yara, le père et le fils construisaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui portait encore son nom dans de nombreux coins de la maison,
mais qui portait désormais également les signes d'une éventuelle maison. Le temps passait avec la légèreté de celui qui ne demande pas la permission de guérir. 1 an plus tard, la maison d'Elijah ne portait plus le poids du silence absolu. Il y avait encore des jours difficiles, certes, mais le froid qui dominait les couloirs s'était dissipé. Les portraits de Yara étaient toujours là, mais ils partageaient désormais l'espace avec des dessins colorés, des souvenirs de voyage et de petits objets que Malik tenait à laisser éparpillés. La table du salon, autrefois utilisée uniquement pour les réunions ou les documents de travail, abritait désormais des pièces de Lego, des livres d'aventure et des restes de devoirs tachés de peinture. Le week-end, la cuisine sentait le gâteau et le canapé, bien que taché de glace et de chips, était plus confortable que jamais. La maison a cessé d'être un lieu où 2 inconnus tentèrent de survivre à leur chagrin et est devenue peu à peu le portrait d'une famille. Un après-midi, alors qu'il rangeait quelques cartons avec ce qui restait des affaires de Yara, Elijah trouva le cahier relié qu'elle lui avait offert ces derniers jours. C'était un objet qu'il consultait de temps en temps, avec un respect presque religieux, mais cet après-midi-là, il décida de le relire depuis le début. Parmi les conseils et notes de routine, une page était pliée, cachée parmi d'autres. Lorsqu'il le déplia, il trouva un message écrit d'une écriture plus ferme que sur les dernières pages. Yara y avait laissé des mots qu'il n'avait jamais vus. Elle a dit qu'elle savait qu'il essaierait même si elle ne savait pas comment, qu'il avait confiance en cela, et à la fin, elle l'a appelé père. Elijah resta longtemps immobile, la main sur le papier, essayant de retenir le souffle qui menaçait de s'effondrer avec tout ce qu'il ressentait. C'était comme si dans cette dernière ligne, Yara lui avait donné la permission de continuer, pas seulement comme quelqu'un qui est resté, mais comme quelqu'un qui compte. Quelques jours plus tard, Malik et lui se sont rendus ensemble au cimetière. Il n'y a eu ni discours, ni dramatisation. Elijah portait un bouquet de fleurs sauvages. Malik tenait une enveloppe soigneusement pliée, serrée entre ses doigts plus fermement que d'habitude. Lorsqu'ils atteignirent le tombeau, le garçon s'agenouilla, prit une profonde inspiration et posa la lettre sur la pierre. Il y avait des dessins sur les bords, des lettres tordues et des mots qui tremblaient sur le papier. Mais il y avait de l'amour là-bas, un amour qui ne demandait aucune explication ni justification. Elijah se tenait à côté de lui, observant silencieusement le geste. Malik s'accroupit soigneusement devant la pierre tombale, redressa la lettre pliée et plaça une petite pierre dessus pour empêcher le vent de l'emporter. Le geste était simple, mais il portait un poids invisible, celui qu'on ne comprend qu'après avoir perdu quelqu'un qui était tout. Il se leva lentement, essuya son pantalon avec ses mains et regarda Elijah, espérant une sorte d'approbation. Le doute dans les yeux du garçon était presque timide. Elijah hocha simplement la tête fermement sans hésitation, disant que c'était parfait. Et ça l'était. Sur ce morceau de papier, entre des mots tremblants et des dessins tordus, il y avait plus de vérité que de nombreux adultes ne pourraient en dire. Là, Malik n'a pas seulement laissé un hommage, il a aussi laissé le début d'une nouvelle histoire, une histoire qui serait désormais partagée avec son père. Puis il passa la main sur le nom de Yara inscrit sur la pierre tombale et ferma les yeux pendant quelques secondes. Aucun d'eux n'a rien dit, il n'en avait pas besoin. La présence de chacun suffisait à combler tout ce qui ne rentrait auparavant que dans le vide. Sur le chemin du retour, Malik a demandé à s'asseoir sur le siège avant. Elijah alluma la radio, laissant les chansons revenir. Le garçon fredonnait doucement, distrait, tandis que le vent passait par la fenêtre entr'ouverte. Elijah gardait une main sur le volant et l'autre posée sur son genou, là où Malik posait discrètement ses doigts. C'était un petit geste, mais plein de sens. Le passé ne pouvait pas être refait. Les pertes ne cesseraient de faire mal. Mais il y avait désormais de la place pour quelque chose de nouveau. Et même si aucun mot n'était prononcé à ce moment-là, la promesse était scellée. Ils iraient ensemble. Pas parce que la vie les a réunis trop tard, mais parce qu'il était encore temps. Assez de temps pour aimer, prendre soin et honorer tout ce que Yara avait laissé. Et c'est en soi le début de tout. Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu de telles retrouvailles, même symboliques, avec quelqu'un qui a marqué votre vie? Laissez-le dans les commentaires. Je veux vraiment connaître votre réponse. Elijah a alors suggéré qu'ils s'arrêtent au parc. Le trajet était plus long, mais il avait besoin de donner une pause à son fils après la visite. Malik ne s'est pas plaint. Lorsqu'ils aperçurent le chariot de glace, les yeux du garçon s'illuminèrent d'un enthousiasme presque oublié. Il a passé de longues minutes à analyser les saveurs, à comparer les garnitures et à essayer de choisir entre 2 options qui se ressemblaient. Ellie se tenait là, regardant simplement. Cette indécision enfantine, cette légèreté, c'était tout ce qu'il ne savait pas qu'il attendait. Malik a finalement choisi des biscuits aux pépites de chocolat et a demandé des pépites colorées sur le dessus. Lorsqu'il prit la première bouchée et laissa échapper un sourire,
Elijah sentit sa poitrine s'éclairer d'une nouvelle façon. C'était juste de la glace, mais c'était comme une rédemption. Les rires qui ont résonné peu de temps après ont valu la peine à chaque moment difficile des derniers mois. Une fois chez lui, Malik a laissé tomber ses chaussures à l'entrée et a couru vers sa chambre avec l'énergie de quelqu'un qui a retrouvé un morceau de joie. Il a crié depuis la porte qu'il devait réorganiser les livres de sa mère, comme si c'était une mission importante et incontournable. Elijah sourit intérieurement et entra dans le salon, sentant la fatigue de la journée peser sur son corps, mais quelque chose de différent dans son cœur. Sur la table, le cahier relié était ouvert, comme s'il l'attendait. La même écriture douce, les mêmes gribouillages dans les coins des pages. Il passa ses doigts le long du bord du papier, avec la délicatesse de quelqu'un qui tient quelque chose qui ne peut être remplacé. C'était étrange comme cet objet concentrait tant de silence, mais en même temps tant de présence. Elijah s'assit lentement et rapprocha le cahier, sans se rendre compte qu'il le faisait avec la même attention que quelqu'un qui tient une vie. Tandis que je relisais les passages que je connaissais déjà, une note pliée glissa entre les pages et tomba au sol. Il ne se souvenait pas de l'avoir vue auparavant. Lorsqu'il l'ouvrit, il ne trouva qu'une seule ligne écrite à la main, avec des lettres fermes et soignées. « Tu vas bien ». La phrase était courte, mais elle restait là, figée en l'air, comme si elle avait été écrite pour ce moment précis. Elijah pressa le papier entre ses doigts et laissa sa tête retomber un instant. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de manuel sur ce qui nous attendait, mais il y avait de l'amour. Et ça, il commençait à le comprendre. C'était tout ce qui comptait vraiment. Dans ce silence rempli de souvenirs, un nouveau chapitre commençait. Un chapitre dans lequel il n'était plus seul. Un autre jour, alors qu'Elijah organisait certaines des boîtes non ouvertes de Yara, quelque chose lui échappa discrètement et glissa sur le sol. Il se pencha avec un soin curieux. C'était une vieille photographie, jaunie sur les bords, avec de petits plis dans les coins. Sur l'image, lui et Yara, encore très jeunes, étaient enfermés dans un photomaton. Tous deux souriaient avec la légèreté de quelqu'un qui croyait que le monde pouvait s'arrêter là. Leurs visages étaient collés l'un à l'autre, leurs yeux s'illuminaient, leurs bras s'enlaçaient dans une étreinte qui semblait n'avoir aucune fin. La photo dégageait un bonheur insouciant, celui qui n'existe qu'avant d'éprouver la vraie douleur de la vie. Elijah ne se souvenait pas avoir gardé cette image, mais en la regardant maintenant, un flot de souvenirs envahissait son esprit, souvenirs d'une vie qui a presque existé. Dans le coin inférieur de l'image, avec la même écriture cursive qui remplissait le cahier, il y avait une phrase écrite au stylo bleu, déjà un peu effacée par le temps et le contact des mains qui, à un moment donné, la tenaient fermement. C'était une phrase simple, juste 3 mots, mais ils traversèrent Telly comme une flèche silencieuse. Vous l'avez bien fait. Il n'y avait plus de contexte. Il n'y a eu aucune explication. Mais ces mots contenaient plus que n'importe quel discours. C'était un murmure du passé, une bénédiction tardive, une sorte de pardon qu'il n'était pas nécessaire de demander. Il restait là, immobile, avec l'image entre ses doigts, essayant d'absorber tout ce que sa mémoire pouvait encore lui offrir. C'était comme si Yara avait laissé un autre message caché, sachant qu'un jour, il le trouverait. Elijah tenait la photo contre sa poitrine et ferma les yeux pendant un moment. Le silence dans la pièce n'était plus pesant. Pour la première fois depuis longtemps, il était capable de prendre une profonde inspiration sans avoir l'impression que quelque chose le serrait à l'intérieur. La douleur était toujours là, mais elle ne prenait pas le dessus sur tout. Il y avait place au soulagement. Il y avait de la place pour le désir, pour l'amour et pour la paix qui ne vient que lorsque l'on accepte ce qui était et ce qui peut encore être. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il entendit la voix de Malik dans le couloir, lui demandant s'il pouvait commander une pizza pour le dîner. Elijah sourit, se leva et répondit oui, avec la certitude qu'à partir de ce moment-là, il ne fuirait plus la vie qu'il avait bâtie. Une vie qui sentait le vieux papier, une voix d'enfant et le souvenir d'une femme qui, malgré son absence, était toujours présente en tout. Et c'était ce qui comptait. Par une nuit froide et pluvieuse, Malik est apparu dans le salon avec la couverture sous le bras et 2 sacs de pop-corn à la main. Son expression était déterminée, presque sérieuse, et il disait simplement qu'il avait choisi un film et qu'il voulait que son père le regarde avec lui. Elijah sourit et accepta sans poser de questions. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé. La télévision éclairait la pièce sombre, mais ce qui remplissait l'espace était quelque chose de plus fort. Elijah s'est rendu compte qu'il n'avait plus besoin de mesurer les mots ou les gestes. Son fils était là, à ses côtés, de son plein gré. Au cours de la séance, Malik a commenté certaines parties de l'intrigue, a éclaté de rire lors de scènes exagérées, et à un moment donné, a posé sa tête sur l'épaule de son père. Elijah ne bougeait pas. Il restait là, ressentant la légèreté de ce geste et pensant à tout ce qu'ils avaient perdu,
mais aussi à ce qu'ils pouvaient encore construire. Quelques jours plus tard, ils sont retournés au cimetière. Elijah n'avait pas besoin de le suggérer. C'est Malik qui a mentionné qu'il souhaitait se rendre à nouveau sur la tombe de sa mère. Il n'y avait aucun drame dans la proposition, pas de larmes réprimées, juste un désir silencieux d'être proche d'elle. Elles sont arrivées avec de nouvelles fleurs, différentes des précédentes. Malik a choisi les marguerites parce qu'il a dit qu'elles avaient l'air heureuses. Il marchait en silence entre les tombeaux, côte à côte sans se presser. Devant la pierre tombale, le garçon ajusta doucement les branches et murmura quelque chose qu'Elijah ne pouvait pas entendre. Il resta immobile, regardant son fils lui dire au revoir avec le respect et l'amour de quelqu'un qui comprenait que même lorsqu'il était absent, sa mère continuerait d'être présente dans tout ce qu'il était. Elijah posa sa main sur l'épaule du garçon, et cette fois, il sentit qu'il n'était pas qu'un simple visiteur dans cette histoire. Lorsqu'ils se détournèrent du tombeau et commencèrent à retourner à la voiture, le ciel était clair, et le vent était léger. Ils ne dirent rien pendant quelques minutes, mais l'absence de mots ne les gênait pas. C'était naturel. En silence, ils continuèrent d'avancer. Elijah savait que les marques du passé seraient toujours là, mais désormais, ce n'étaient plus des blessures ouvertes. C'étaient des cicatrices qui indiquaient d'où il venait. Il regarda Malik, qui marchait avec les épaules droites et le regard fixe. Il y avait là de la douleur, mais aussi de la force. Ce garçon faisait partie de lui, pas seulement dans le sang, mais dans la vie. Et maintenant, ensemble, ils étaient enfin prêts à recommencer. Non pas comme un père et un fils qui se sont rencontrés trop tard, mais comme une nouvelle famille qui a choisi, jour après jour, de continuer. L'histoire d'aujourd'hui est terminée, et si tu es resté jusqu'ici, c'est parce qu'elle t'a touché d'une manière ou d'une autre. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que les liens peuvent être reconstruits même après si longtemps. Maintenant, avant de partir, profitez-en pour aimer la chaîne et ne manquez pas les prochaines histoires qui apportent de vraies émotions et de profondes leçons. Dans un instant, une vidéo recommandée spécialement pour vous apparaîtra à l'écran, avec une autre histoire engageante et inspirante. Et peu après, une collection avec d'autres vidéos comme celle-ci, faites pour ceux qui veulent continuer à être émus par les histoires qui restent dans leur mémoire. Nous vous reverrons dans la prochaine vidéo. Jusque-là,